Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 8, l'épisode final de The Acolyte. Ça y est, le dernier épisode, on arrive au bout. Évidemment, on se posait la question de est-ce que la série... Alors j'ai été assez critique, de manière assez négative, sur ces 7 premiers épisodes. La grande question c'était est-ce qu'ils allaient réussir à répondre aux questions qu'on pouvait se poser, en tout cas de manière satisfaisante, dans ce dernier épisode. Pas de spoiler pour moi, c'est non, hein, on va pas se mentir, pas du tout, c'est, encore une fois, vraiment, cette saison, quoi, et puis ce dernier épisode, c'est compliqué, quoi, c'est compliqué, encore une fois, hein, vous allez voir, hein, mais il y a vraiment des gros problèmes, il y a des choses qui sont subjectives, sur lesquelles je n'accroche pas. Ça arrive, il est possible que d'autres gens, ça ne les dérange pas de souci. Mais il y a des vrais problèmes objectifs d'écriture. Il y a des choses qui n'ont pas de sens dans ce qu'on voit. Et encore une fois, j'ai pas du tout l'envie de juger les gens qui apprécient ou quoi. Maintenant, je vais pas mentir, il y a aussi une part de moi qui se dit, mais si on est prêt à accepter... Enfin, je vais aussi payer le prix. Que des gens trouvent que c'est génial parce qu'il y a 2 caméos à la con... Et faut pas s'étonner si derrière, ils cherchent pas à faire de la qualité, si jamais on arrive à se satisfaire d'un truc pareil. Et c'est pour ça, c'est vraiment ce paradoxe de c'est vrai, très sincèrement, enfin, je respecte tout à fait que tout le monde ait son avis, si on adore ça, très bien et tout, je le pense, sincèrement. Mais il y a aussi la part de moi par contre, si c'est une majorité de gens, c'est la merde, quoi. Ça veut dire que vraiment, on va bouffer de plus en plus mal. Et ouais, c'est vraiment cette ambivalence-là. Mais... vraiment, attention, si vous avez adoré, déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est que ça vous intéresse d'avoir un avis différent, ou que ça vous fait marrer, parce que vous savez que voilà, je vais gueuler, je vais faire mes trucs, et voilà, ça vous fait rire. Mais si vraiment ça vous emmerde d'entendre quelqu'un qui dit du mal d'une série que vous avez adorée, rien ne vous y oblige, qu'on soit bien clair là-dessus. Venez pas m'engueuler après, parce que je pense pas pareil que vous. Si vous voulez discuter en commentaire en mode « je ne pense pas du tout comme toi », et je vais t'expliquer pourquoi, machin, tiens, j'ai des arguments, c'est super intéressant, je suis pour. Il y a des gens avec qui on l'a fait dans les commentaires des vidéos précédentes, et c'est avec plaisir. On s'en fout de pas être d'accord, c'est pas grave, c'est juste une série. Si vous êtes juste énervé qu'on dise du mal, et en plus si c'est pour dire des conneries, puisque j'ai eu des gens dans les commentaires qui me balancent des « oui, les chaînes de youtubeurs de haters et machin, qui font ça que pour l'algorithme, compagnie », alors déjà, les seules vidéos que j'ai faites, c'est les reviews. J'ai pas fait 50 vidéos chaque semaine sur The Acolyte, à part celle sur l'interview, la dernière vidéo que j'ai sortie, parce que c'était trop intéressant, il y avait un contenu, réellement. C'était pas gratuit, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose à analyser, que c'était intéressant. Sinon, j'ai fait que les reviews. J'ai pas essayé d'en profiter de quelque autre manière que ça. Et quand il y a eu des programmes que j'ai aimés, j'ai dit que j'avais aimé. Mon but, c'est pas de détester pour détester. Enfin voilà. On va commencer cette review. Je vais être amour. Je vais tenter de rester zen. Je vais tenter voilà, que mon rythme cardiaque ne s'accélère pas trop. Je dis pas que je vais y arriver. Je vais certainement pas y arriver. Mais je vais tenter quand même. C'est la fin. On est débarrassé. Je suis débarrassé en tout cas. Mais ça aurait été drôle. Franchement, je regrette pas quand même. Je me suis bien marré. C'est le but, c'est de se marrer. On s'en fiche, c'est juste des séries, tout ça. C'est une franchise que j'aime, j'ai envie de voir des bons programmes, j'ai envie de tout ça, donc oui, il y a un côté, ça m'énerve entre guillemets quand je vois une qualité aussi pauvre, alors qu'on pourrait faire tellement mieux. Mais bon, après voilà, c'est une série, c'est pas grave, il y a plein d'autres choses. Mais bon, allez, c'est parti pour la review, comme d'habitude, on va y aller en détail, bien évidemment en spoilant. Go! Et alors déjà, à peine l'épisode, on a le petit résumé de départ, on a le Star Wars, là, Lucasfilm, et direct, ce qu'on entend, c'est... Et moi, sur le coup, j'ai l'impression qu'elle ronfle. Je me dis, elle s'est endormie. Et c'est tellement... comment dire, ça représente tellement l'épisode, le fait que ça commence sur un personnage qui ronfle. Et bon, en fait, non, donc c'est elle qui est toujours sous le casque de Kimir. Et alors, d'un coup, elle vrille en mode, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, on va comprendre après qu'en fait, le casque sert
c'est un artefact de jeu vidéo, en mode, ça lui a donné plus 28 en maîtrise de la force, plus 17 en dextérité. on dirait une espèce d'accessoire dans Diablo, je sais pas quoi, qui donne des points en plus, parce qu'on va comprendre plus tard que juste le fait de mettre le casque, elle a eu un sacré power-up en fait. On y reviendra plus tard, mais c'est ça qui se passe, j'ai l'impression. Enfin, pour moi, c'est ça qui lui donne le power-up qu'on voit qu'elle a plus tard dans l'épisode. Ah, je reviens tout de suite, hein. C'est le 8e épisode. Il y en a eu 7 avant, où clairement, il y a eu tellement de choses qui m'ont saoulé en termes de construction et tout ça, sans compter les personnages auxquels vraiment j'ai du mal à accrocher et tout. Donc oui, j'en suis arrivé à un moment où je ne lui laisse rien passer, en tout cas de ce que je vois. Mais vous savez, évidemment, quand dans tout programme, il y a des petits problèmes, tout ça. Mais après, c'est une histoire de globalité, d'équilibre. Et s'il y a plus d'éléments qu'on aime que d'éléments, voilà, de petites choses qui sont pas logiques ou quoi, si le positif prend le dessus, voilà, c'est pas grave. Là, dans cette série, il y a tellement de facepalm à longueur de temps, plus de choses, plus des choses auxquelles j'accroche pas, plus ceci, cela, machin. Là, j'en suis arrivé à un stade où... c'est bon, c'est bon. Vous savez, c'est comme quand on vit avec quelqu'un et qu'au début il y a des petits défauts, mais on est heureux. Et il arrive des fois que les bons côtés s'étiolent, et du coup on commence à s'énerver sur n'importe quel détail. Parce que ça se répète et ça se répète. Bah cet épisode 8, voilà, j'en suis là maintenant. J'en suis à ce stade-là. Et donc elle a son bzzz, on voit que Kimi revient pour l'aider, et du coup ce qu'on comprend, c'est que c'est une espèce de, comment dire, c'est du pouvoir qui sort d'elle en fait, et on voit, et c'est intéressant, j'aime bien ce truc de changement de lumière, et du coup là on reconnaît, là pour le coup ça va, parce qu'il y a une mise en place, on reconnaît que c'est la même chose qui arrive avec Turbine, le fait de, quand toutes les couleurs ça me nuise comme ça, et on voit d'ailleurs après, donc il essaye de l'atteindre mais il n'arrive pas à l'approcher. Alors je comprends toujours pas le fonctionnement de ce casque, hein, par contre. C'est bizarre qu'on puisse pas... Du coup, ça empêche qu'on puisse lire l'esprit, mais elle, en le portant, par contre, elle peut quand même avoir un effet sur son esprit à lui. Ok, c'est très pratique. C'est clairement très pratique. Et donc on voit bien, voilà, il a les yeux noirs, comme ça avait été le cas pour Turbine. Sauf qu'en fait, donc il lui enlève le casque, et non... Elle est en train d'avoir des visions de l'avenir. Donc, il y a plein de choses qui sont pas claires dans cette série, dans l'écriture et tout, vraiment. Mais donc, ouais, non, en fait, elle était en train d'avoir des visions de l'avenir, et elle pense avoir vu sa sœur. Alors, je sais pas comment se passent les visions, mais si c'est une vision vraiment, vision, visuelle, elle s'est pas dit, tiens, c'est marrant, ma sœur a la tenue que je porte là, alors que quand elle la voit après, c'est pas la tenue qu'elle a. Ok, je sais pas. En quoi consiste sa vision, d'accord, c'est bizarre qu'elle se reconnaisse pas du coup. Et donc elle dit qu'elle a vu sa sœur qui tenait un sabre laser, mais qui ne l'a pas utilisé pour tuer Saul. Et ça vraiment. Et du coup, il revient sur ce truc de. Donc, elle a pu le tuer sans arme. Et ça rime à quoi cette histoire de tuer sans arme? On va l'apprendre bien plus tard, mais du coup, toute cette saison, ils ont mis ce truc en avant de tuer sans arme. Tout ça, il semblerait, pour essayer de hyper ce truc de quelqu'un va utiliser l'étranglement de force. Ouais, ok, on a déjà vu ça, l'étranglement de force, y a rien de ouf. J'imagine, j'espère que c'est pas une espèce de truc où ils l'ont hypé à fond en mode c'est la première fois que quelqu'un utilise l'étranglement de force. J'espère que c'est pas ça, parce que alors là, ça serait absolument ridicule. Vraiment, enfin, vraiment de la hype dans le vide. Et oui, étranglement de force, hein. Les Jedi peuvent déplacer des objets, faire des choses avec la pensée. Oui, enfin, du coup, c'est logique qu'ils puissent aussi étrangler quelqu'un. Il y a rien de... Sauf que les Jedi le font pas, c'est du côté obscur, ça. Évidemment qu'un Jedi va pas faire ça. Mais, ouais, c'est très bizarre. Vraiment, c'est comme le truc de la musique qu'ils mettent en crédit de fin. Vraiment, j'ai l'impression que eux, dans la writing room, là où il y a les scénaristes, tout ça, sont tellement persuadés d'avoir fait un truc tellement cool, alors que pas vraiment. Et du coup, la musique, ils la remettent à chaque fois, machin. Alors que beaucoup de gens se marrent plutôt en l'entendant. Et de la même manière, ils se sont dit, ah, c'est trop cool, on va lui faire un étranglement de la force, et du coup, on va hyper ça pendant toute la saison. Mais, sauf que, c'est un des problèmes récurrents de la série, où ils pensent un truc, une finalité. Les scénaristes pensent une finalité, et tout ce qui y amène
est soit ridicule, soit illogique, soit pas intéressant, mais eux sont persuadés que ça va l'être. Et non, ça tombe à plat, pour moi en tout cas, 95% du temps. C'est ça le truc. Et en plus, je me dis, mais du coup, si tu crois ce qu'elle vient de dire sur le fait que c'est Mae qui va utiliser ça, qui va réussir le test, bah tu devrais pas ensuite tu devrais pas le proposer à Ocha d'enseigner. Tu devrais te dire, ah bah en fait Mae, du coup, ça vaut le coup que ce soit mon élève. Là, si à ce moment-là tu la crois, pour toi, c'est Mae, justement, qui va être intéressante à enseigner. Donc bon, j'ai pas bien compris. Puis alors ouais, vraiment, c'est pas la mauvaise foi, mais je vous jure, enfin la qualité d'écriture, je la trouve sur les dialogues. Oh, mais du coup, moi j'ai mon vaisseau, comment tu vas y aller? Haha, tu sais pas où c'est, donc du coup, bah on va y aller tous les deux, et puis on verra bien qui arrive en premier. Et c'est pas bien, enfin c'est pas bien écrit, quoi. C'est vraiment pas dingue, c'est vraiment pas dingue. Puis encore une fois, je suis désolé, mais j'ai rien contre l'actrice ou quoi que ce soit, mais elle joue pas bien. Elle joue vraiment, enfin, comment on peut me faire croire que... Je sais pas, en fait, qu'on regarde ça et qu'on se dise, ouais, c'est une bonne actrice, je ne comprends pas. Il y a quelques petits moments où ça passe, mais quasiment à chaque fois, ça sonne creux ou faux. Enfin, c'est vraiment pas bien, c'est vraiment pas bien. On retrouve ensuite Saul et Mae, donc qui est toujours attaché. Alors, plusieurs choses. D'une, donc il lui a laissé Pip. Je rappelle quand même elle a trouvé un corps pour Pip dans le vaisseau. Il y avait une boîte remplie de Pip. Donc j'ai l'impression que c'est un droïde plutôt commun. Parce que je rappelle, hein, elle avait plus que la tête. Il y avait plus le reste, la partie principale de Pip. Et c'est dans son vaisseau, qu'elle a trouvé un panier rempli de corps pour des Pip. C'est très bizarre dit comme ça, je viens de m'en rendre compte. Donc c'est un genre de droïde qui doit connaître, ça a l'air très commun, mais il lui laisse, sachant que ça peut lui permettre de s'enfuir. Ok, détail. Mais alors, donc, ce qu'il lui dit, c'est que, déjà, il explique ils sont sur Brendok, qu'il l'a ramené ici parce que maintenant qu'il sait qu'elle et sa sœur sont vivantes, il va pouvoir prouver toute son histoire de Vergence. Alors, on est à moins de 5 minutes dans l'épisode. Et si vous n'aimez pas qu'on critique la série ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à commenter en m'expliquant en quoi je me trompe dans ce que je vais dire. C'est avec plaisir, si je me trompe, je le reconnaîtrai. Mais, je vais dire la phrase que j'ai beaucoup trop dit pendant cette saison, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, déjà, Ocha, tu sais pas où elle en est, tu l'as abandonnée sur l'autre planète. T'as pas fait demi-tour, quoi que ce soit, t'as pas essayé de la récupérer, même quand tu t'es rendu compte que t'avais la mauvaise sœur. Et je comprends toujours pas pourquoi Mae l'a abandonnée, parce que pareil, elle prend le risque de la perdre, alors que elle est censée n'être fidèle qu'à sa sœur. Et en quoi tu as besoin des deux pour prouver cette histoire de Vergence? Je rappelle qu'il y avait 4 Jedi sur cette planète, dont 2 ou 3 maîtres Jedi, je sais plus s'il est maître à ce moment-là, mais bah oui, il est maître parce que elle lui parle d'avoir un padawan. Vous étiez quand même 4 à pouvoir raconter ce qui s'est passé par rapport à ça. Vous avez surtout les échantillons sanguins, en fait. Vous avez les données dans l'appareil, les données que Torbin a montrées, qui prouvaient qu'elles étaient exactement identiques et que ça ne pouvait pas être juste des jumelles. Donc, vous me dites que si vous étiez rentré et que 4 Jedi, avec des données génétiques, d'ADN, tout le bordel, des datas, ça aurait pas suffi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Et en plus, il commence par dire, je vais prévenir Vernera, et donc les Jedi, pour qu'ils viennent nous rejoindre, pour pouvoir leur prouver tout ça. Le but de Mae, c'est ce qu'elle va expliquer plus tard, c'est de pouvoir dire, c'est qu'en tout cas, il avoue aux Jedi ce qui s'est réellement passé.
pourquoi elle s'enfuit? Elle a juste à attendre, elle va se retrouver face aux Jedi. Et elle pourra leur raconter ce qui s'est passé. C'est quoi l'intérêt de s'enfuir? Je ne comprends jamais rien des actions de Mae. À aucun moment ça ne fait sens. Il vient de te dire que justement il va prévenir les Jedi pour les faire venir. Ton but c'est de prévenir les Jedi pour les faire venir. Pourquoi tu te sauves? C'est quoi l'intérêt? On est à même pas 5 minutes et déjà ça ne veut rien dire. Dites-moi si je comprends pas un truc. Vraiment, le fait qu'il ait les données génétiques, qu'il soit 4 témoins et tout le bordel, ça n'aurait pas suffi. Au pire, il racontait une histoire différente sur comment s'étaient passées les choses. Mais... Et puis ils venaient tous et ils démontraient ça. Enfin, après, alors, l'excuse c'est oui, mais t'étais trop âgé pour t'entraîner. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change au reste? On continue. On continue. Et alors, ils ont à nouveau un échange sur ce qui s'est passé à l'époque. Donc elle lui dit, mais voilà, pourquoi t'as fait ça, machin. On est toujours à moins de 5 minutes. Et il lui dit, ouais, pourquoi tu lui as dit que c'était moi? Et il lui dit, tu as démarré le feu. Alors déjà, ce qu'il ne savait pas au moment où c'est arrivé, il a pu le savoir après si Osha lui a raconté, mais déjà au moment où ils ont décidé de dire ça, il le savait pas, il était pas là, et il lui dit « Tu as enfermé tout le monde à l'intérieur ». Qu'est-ce qu'il en sait? Retournez voir le truc, il n'était pas là à ce moment-là. Il n'est pas censé savoir que c'est elle qui a pété le truc de l'ascenseur. Il était pas là. Eux, ils sont encore... Elle fait ça avant qu'ils arrivent. Ils sont encore à l'extérieur. Comment il sait ça? Si vous avez la réponse, dites-le moi. Mais comment il est au courant que c'est elle? Et ça, Osha n'était pas là non plus. Donc elle ne le sait pas non plus. Elle était enfermée. Elle était enfermée, elle, à ce moment-là. Enfin, elle était dans sa chambre. Et ça n'arrête pas pendant cette série où les personnages ont juste lu le scénario. Ils ont lu le scénario, ils savent des choses qu'ils ne devraient pas savoir, ils prennent des décisions qu'ils ne devraient pas prendre parce qu'ils savent que le scénario doit les emmener là. Mais il n'en sait rien que c'est elle qui a coincé tout le monde. Il n'a pas de moyen de le savoir. Vraiment, enfin, je comprends qu'on puisse peut-être pas se rendre compte sur le moment en regardant le truc, on fait pas le lien, on se rappelle pas exactement ce qui s'était passé, mais on peut pas me dire que c'est bien écrit. Quand il y a des trucs pareils, on n'est même pas à 5 minutes. On a déjà plusieurs erreurs de choses qui n'ont pas de sens, qui ne devraient pas se produire de cette manière. Ça ne devrait pas pouvoir se produire comme ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Et je trouve quand même, c'est vrai qu'il est vachement sur la défensive, Saul, à défendre son truc. Putain, mais admets quand même que... Tu vois bien que c'est pas une fille qui avait l'air d'avoir peur de vivre où elle vivait ou quoi. Mec, enfin, un simple... Je me suis planté. Je me suis planté, enfin quelque chose. Au moins lui montrer quand même que tu regrettes. Je trouve qu'il est vachement sûr de lui sur la défensive et machin. Là, je parle, c'est pas dans les erreurs ou les machins. Là, je juge le personnage de Saul. Mais en plus, ça m'embête parce que c'est un personnage que j'aimais bien toute bonne partie de la saison. Ça faisait justement partie des choses auxquelles se raccrocher. Il y a lui, il y a Kimir, il y a Mother Anisaya, un truc comme ça que je trouvais plutôt cool. Mais Saul, je l'aime plus, parce que vraiment, il a complètement vrillé, enfin, c'est juste pas possible. Et donc, elle arrive à se libérer, elle électrocute, et encore une fois, donc, il lui dit, oui, en fait, vous n'êtes pas sœurs, vous êtes même pas sœurs, vous n'êtes pas jumelles, vous êtes même pas sœurs. Et alors là, je vais revenir j'ai fait une vidéo, donc, sur une interview c'est vraiment une interview de gestion de crise de Leslie Headland. Une des questions qu'il y avait dans l'interview, c'était donc le journaliste qui dit « Ok, ceci n'est même pas ma question à moi. C'est une question de Saul. Les jumelles, d'où est-ce qu'elles viennent? Comment est-ce qu'elles ont été créées ?» Réponse de Leslie Headland, et je veux que ce soit clair, j'ai rien contre Leslie Headland. Je n'aime pas le boulot qui a été rendu là. Maintenant, j'ai rien contre elle. Je lui souhaite pas de mal du tout. Au contraire, voilà, enfin... Encore une fois, on parle d'une série, ça va. Les gens qui vont souhaiter du mal à quelqu'un parce que une série ou machin, faut se détendre. Là, elle a menti. Elle a clairement menti. Parce que sa réponse à cette question, c'est branchez-vous la semaine prochaine. Et aussi, abonnez-vous à Disney+. Oui, branchez-vous la semaine prochaine. Qu'elle répète 2 fois, encore. Évidemment, on ne va pas vous laisser comme ça en plan. Vous faites une série comme celle-là, vous prenez beaucoup de risques. Vraiment, vous essayez pas de sauver ce genre de questions pour la saison 2. Il y a beaucoup de choses
qu'on essaye de sauver pour la saison 2, mais ce genre de questions, c'est pas l'une d'elles. On n'apprend strictement rien de plus dans cet épisode sur leur naissance et leur origine. Rien, zéro, nada, que dalle, potzob. Rien. Il n'y a pas un élément en plus qu'on n'avait pas eu dans l'épisode de flashback, l'épisode 7. Rien. Rien du tout. Elle a menti. Ou elle ne sait pas ce qu'il y a dans sa série. De la même manière qu'elle avait dit dans la même interview, « Ah mais on n'a jamais dit clairement que c'était les sorcières qui les avaient créées », alors que dans l'épisode 3, elles le disent très clairement. Elles le disent. C'est moi qui les ai créées. L'autre dit « Je les ai portées », Coril dit « Je les ai portées », et Anicea dit « Oui mais je les ai créées ». Et dans l'interview, elle dit « On n'a jamais dit ça ». Et là, elle a osé dire qu'il y aurait des réponses en plus. Il n'y a pas un élément en plus dans cet épisode là-dessus. Rien. On apprend que dalle. Que dalle. Mais on continue du coup. Et donc Mae électrocute Saul, qui bien évidemment ne l'a pas vu venir encore une fois. Je sais pas je ne comprends pas ce personnage de Basile dans cette série. Vraiment, il réapparaît encore, on sait pas trop pourquoi. Puis en plus, après, donc Saul doit lui passer devant, puis Basile qui fait rien. Donc elle arrive à trouver une navette on dirait, c'est pas une navette de survie, parce qu'en général, une navette de survie dans Star Wars, c'est plutôt des capsules ou quoi. Là, c'est vraiment carrément une navette qu'elle trouve. Et donc elle arrive à s'enfuir avec. Alors moi, je suis un fan de SF. Je suis un fanat de SF. Tu me fous des vaisseaux spatiaux, tout ça, je suis content. C'est les petits moments où je suis en mode, ah c'est cool, j'adore regarder les vaisseaux et tout, donc voilà. Elle arrive à s'enfuir, et là donc se lance une poursuite. Va falloir en parler aussi. Cette scène, pareil, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'explications. Donc il se lance à sa poursuite, donc voilà, il se détache du module qui permet de passer en hyperespace. C'est superbe. Par contre, visuellement, j'adore, vraiment, moi j'adore vraiment ce genre de scène, je trouve ça absolument magnifique. À la limite, mettez-moi juste ça. Essayez pas d'écrire une série, mettez-moi juste des vaisseaux qui volent comme ça, qui passent à côté de planètes. Ça sera vachement mieux au final. Et vraiment, voilà. C'est aussi ce qui m'énerve, c'est qu'il y a plein de gens qui ont fait un superbe boulot. C'est magnifique. Enfin, moi je vois ça, c'est splendide. Et il y a des gens qui ont fait un travail de ouf en termes de VFX là-dessus et tout. C'est hyper joli. Problème, c'est ce qu'on y raconte, quoi. Et donc, ouais, ça pourrait être top cette poursuite. C'est super l'idée là dans la ceinture cette espèce de ceinture d'astéroïdes comme ça, c'est magnifique visuellement. Mais qu'est-ce qui lui prend à Saul ? Qu'est-ce qui prend à Saul et qu'est-ce qui prend à Basile ? Là, on va arriver au point où ça doit être Darth Basile. Ça ne peut que être Darth Basile. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est lui qui est derrière tout ça. Donc Saul, la poursuit, sort son armement. Ça c'est quoi ? Est-ce qu'il compte lui tirer dessus ? Mais alors qu'il a besoin d'elle pour prouver machin. Mais du coup, il va la descendre ? Ou alors il veut juste réussir à arrêter ses moteurs ? Ou alors, parce que si, je pense pas, enfin il n'y a pas de grappin là-dessus. Si c'est un rayon porteur, bah faites-le moi savoir. Au moins, je sais pas moi, montrez-moi qu'il essaye, qu'elle l'évite. Et du coup, bim, le rayon porteur va sur un météorite et on voit le météorite qui vient vers le vaisseau. Faites quelque chose. Mais parce que là, il sort vraiment son viseur et on dirait qu'il est prêt à la descendre. Donc déjà, je me dis, ça y est, il a totalement pété un plomb. Alors que justement, 20 secondes avant, il nous disait qu'il avait besoin d'elle pour prouver l'histoire de la Vergence et tout ça. Et à un moment, on dirait vraiment qu'il va lui rentrer dedans. Enfin, on dirait un psychopathe, Saul. Déjà dans la poursuite avant, quand il la poursuit dans le vaisseau, avant qu'elle prenne la navette, et d'autant plus là, j'ai l'impression de mettre un truc de tueur en série. Enfin, c'est un tueur en série. C'est genre la victime qui s'est enfuie d'un tueur en série. Et là, il la poursuit avec un 38 tonnes sur l'autoroute, alors qu'elle est en Clio. Et il est à 1 mètre d'elle derrière et il veut lui rentrer dedans. Enfin, c'est trop bizarre. Ils ont détruit pour moi le personnage de Saul en tellement peu de temps. Enfin, et donc ouais, il a l'air de vraiment sortir un système d'armement pour le coup. C'est les systèmes d'armement où il y a un truc pour protéger comme ça, avec le petit bouton en dessous. Et déjà, ça n'a pas de sens du côté de Saul. Et pourquoi Basile trafique le vaisseau ? Le même Basile qui sait que c'est une méchante qui ne comprend pas ce qu'ils se disent. Je rappelle qu'ils parlent pas humain. Enfin, je comprends rien.
Ou alors il comprend les humains, mais qu'est-ce que ça peut lui foutre? Enfin, c'est pas un Jedi, c'est pas machin, c'est juste leur tracker. Qu'est-ce qu'il lui prend? Pourquoi est-ce qu'il décide de trafiquer le vaisseau? Pourquoi il interfère dans les actions d'un Jedi? Est-ce qu'il y a une raison, un truc que je loupe, ou il y a quelque chose de logique? C'est Basile, c'est lui qui... il y a 2 épisodes, donc il y a eu l'épisode de flashback entre, mais c'est lui qui avait commencé à se battre avec Mae. Donc pourquoi maintenant il trafique le vaisseau pour la protéger? En risquant de les tuer tous les deux. Vu comment le vaisseau part en live, il risque clairement de les tuer tous les deux. Donc il y a une raison logique à ce que Basile fasse ça. C'est quoi dans ce cas? Et du coup, Saul Kill le voit. Et ensuite, quand il va sortir du vaisseau, il n'y a même pas un moment où il l'engueule, ou j'en sais rien. C'est hyper bizarre. Et il se barre, Basile. Il fait ça, et puis il se sauve. Est-ce qu'il y a des personnages qui sont pas complètement fous dans cette série et qui font pas des choses qui n'ont aucune logique? Et donc, parce que le vaisseau part comme ça de côté, ça éjecte j'imagine des bouts de météorites, machin, qui du coup font aussi vriller le vaisseau de Mae, qui va s'écraser sur la planète, mais après s'écraser sur une planète dans cette série, c'est rien du tout. On a bien vu Osha quand elle s'est écrasée. Le vaisseau était totalement détruit, éventré, et elle avait rien. Même pas le boîtier, même pas un bleu, enfin, tout va bien. On arrive sur Coruscant, et vous remarquerez que je dis Coruscant, et non pas Coruscant, comme je l'ai fait auparavant, et comme on me l'a beaucoup fait remarquer dans les commentaires. On retrouve Jean Bernard, qui annonce à Vernera qu'un sénateur l'attend dans son bureau. Et alors ça, c'est vraiment dommage que cette scène ne soit pas arrivée avant. C'est une scène qui est plutôt pas mal. L'acteur est très bien, en plus, qui joue le sénateur. Mais ça devait arriver avant. Fallait que ça arrive en début de série, ça. Au lieu d'avoir la petite projection hologramme, là, pendant 2 secondes, avec juste... où ça avait fait 2 petits échanges très rapides. Fallait cette scène-là, plutôt, pour qu'on comprenne... Alors, pas forcément cette scène exactement, hein, mais je veux dire, cet échange-là, en y prenant un peu de temps, aurait dû arriver très tôt dans la série pour qu'on comprenne mieux le côté de devoir tout cacher, le fait que tout nécessite d'être fait discrètement et tout ça. Ça aurait été bien de l'avoir avant cette scène. Même si je dois avouer que je ne comprends pas bien quel est le statut de... je vais l'appeler Véranda parce que ça me saoule, je me rappelle jamais exactement de son nom. Je vais l'appeler Véranda, désolé. Mais c'est quoi son statut à Véranda? Elle peut faire ce qu'elle veut sans demander l'avis du conseil. Parce que qu'elle cache les choses au conseil, c'est déjà une chose. Mais là, qu'elle dise, entre autres à la fin, en gros, qu'elle peut se passer, qu'elle a autorité. Oui, c'est ça, c'est qu'elle a autorité à faire ce qu'elle fait. Ah ouais? Sans demander au conseil? Mais c'est quoi ton statut, en fait? C'est hyper bizarre. J'aurais bien aimé qu'on m'explique à un moment, parce que c'est chelou. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, donc il sert à quoi le Haut Conseil? Est-ce que les fans qui ont lu tout ce qui est Haute République, machin, il y a vraiment un système hiérarchique qui est hyper différent? En mode le Haut Conseil, il sert un peu à rien? D'où elle fait ce qu'elle veut comme ça, elle prend les décisions sans... C'est vraiment très étrange ce truc-là. Alors évidemment, ils peuvent pas s'empêcher une deuxième fois, histoire d'être bien lourd, de faire dire une réplique au sénateur par rapport au fait que Véranda est le mal de l'espace. En vrai, de mémoire, c'est que en hyperespace, ça lui donne des visions, et du coup c'est en ça que sa tête lui pose souci, qu'elle se sent pas bien quand elle fait des voyages hyperespace. Ça fait 2 fois, et elle le dit dans l'interview justement, Leslie Edland, que c'était cool de placer ça, machin. Oui, mais là c'est lourd, tu le fais 2 fois d'affilée, c'est bon, on a compris, t'es contente, t'as placé un easter egg, c'est génial, super, on peut être fier de toi. Passe plutôt du temps sur le reste en fait. Et alors je suis assez ambivalent sur cette scène en fait. La scène en elle-même est plutôt pas mal, bon, sauf que je suis désolé, mais alors Véranda, pareil, elle joue pas bien l'actrice. Vraiment, c'est mon avis, mais je trouve que elle est vraiment pas convaincante dans le rôle. Mais heureusement, le sénateur, lui, pour le coup, l'acteur est bon. Et c'est pas inintéressant son discours, sauf que en même temps, on continue dans ce truc de vraiment faire passer les Jedi pour mauvais
Et le problème, c'est que tout lui donne raison au sénateur là. Et je peux pas me détacher de ce qui étaient les Jedi pour Lucas. Où oui, ok, il y a un côté faillible et oui, ils ont fait des erreurs, mais oui, ils sont bons. Oui, les Jedi, par nature, c'est être bon. Quand George Lucas explique la différence entre le côté lumineux et le côté obscur, en gros, enfin même pas en gros d'ailleurs, c'est les mots exacts qu'il utilise, c'est que le côté lumineux, c'est des êtres, ce qu'il appelle selfless, donc c'est le don de soi, c'est des êtres qui font les choses pour les autres, et le côté sombre, c'est selfish, c'est selfless contre selfish, donc selfish, c'est égoïste, ça veut dire, ceux qui utilisent le côté obscur, c'est la facilité, c'est le problème de... les Jedi n'ont pas l'interdiction de ressentir, ils doivent éviter l'attachement. Pourquoi ? Parce que l'attachement, ça veut dire que quand on perd cette chose, on risque de ressentir de la colère et de la haine. Anakin, c'est quand il refuse de perdre Padmé qu'il passe du mauvais côté. C'est parce qu'il refuse, il n'arrive pas à accepter qu'elle puisse lui être enlevée. C'est ce qui fait qu'il passe du côté obscur. Mais donc, vraiment dans l'esprit de Lucas, oui, même s'ils sont faillibles, les Jedi restent le bon côté. Surtout qu'un des grands buts de Lucas, c'était de ramener un peu de spiritualité auprès des jeunes. Pas en mode d'une religion précise ou quoi, mais cette idée de d'un idéal et d'un bien au-dessus de nous. Et là, ça détruit complètement tout ce côté-là. Tous les Jedi qu'on voit là sont tous égoïstes, font tous les choses pour leur intérêt, et c'est pas censé être ça, les Jedi. Et je vois des gens qui justifient ça, qui disent oui, mais sinon, faut grandir, oui, machin, en gros, ça ferait cartoon, sinon. On est vraiment dans une époque où il faut que tout soit cynique, que tout soit plein de sarcasme et tout ça. Et c'est dommage de pas avoir le droit d'avoir, oui, les Jedi devraient représenter un idéal. Évidemment, on peut pas être comme les Jedi. Et un Jedi a une part de sombre en lui. Mais après, tout est dans l'équilibre. Ce que Lucas explique, c'est que c'est une histoire de choix après, de choix qui sont faits, de choix justement de restreindre ces côtés sombres qu'on a tous. Et c'est censé représenter ça, les Jedi. Et même si oui, des fois il arrive qu'il y en ait qui fassent les mauvais choix, normalement ils doivent rester cet idéal à atteindre. Et là c'est pas le cas, c'est plus le cas. C'est en train de complètement salir ça dans cette nouvelle vision de Lucasfilm des Jedi, et je trouve ça assez dommage. Enfin, rappelez-vous, il y a quand même un film qui s'appelle Le Retour du Jedi, où justement, c'est ce Jedi qui vient sauver la situation. Je sais pas, moi il y a un côté qui me gêne là-dedans. Après voilà, encore une fois, la scène est plutôt cool. La scène est plutôt pas inintéressante. Je m'attendais à ce qu'il demande à ce qu'on signe les accords de Sokovie à un moment, avec le truc justement sur le fait il faut quand même checker les héros, entre guillemets. Mais non, elle est plutôt bien la scène. Et vraiment, ouais, je trouve que l'acteur est bon. Et du coup, j'aurais aimé le voir plus, pour le coup. Il y a quelque chose qui aurait pu être intéressant avec ce personnage-là à développer. Bien plus que les jumelles dont je me fous complètement, mais alors d'une force. Oh, tellement. Et encore une fois, le problème, c'est qu'elle va lui donner complètement raison. Surtout que il y a une phrase, alors qui est vraiment la phrase des scénaristes pour justifier la décision qu'elle va prendre à la fin de l'épisode, sauf qu'en fait, ça n'a pas non plus de sens. En gros, il lui dit qu'il va la dénoncer au chancelier, qu'il va y avoir une audition par rapport à tout ça, et que d'ici là, elle a intérêt à voir le coupable. Mais on en reparlera à ce moment-là. Mais la solution qu'elle choisit du coup par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est la pire qu'elle puisse prendre. Et elle donne la clé à ce sénateur pour justement pouvoir avoir raison et mettre les Jedi sous tutelle. Elle va lui donner la meilleure raison possible. Donc, on a encore un personnage qui fait des choix absolument idiots, mais idiots. On continue. On retourne ensuite retrouver Osha et Kimir. Et vraiment, encore une fois, les dialogues sont bidons. Enfin, je trouve qu'ils sont vraiment pas bien écrits. Et rien que le silence qu'elle laisse quand il lui demande pour l'enseigner, on sait bien que ça va finir par arriver. Il y a tellement pas de surprise dans toute cette saison. Chaque chose qui devait être un mystère n'en a jamais été un. À chaque fois, c'était la solution la plus simple qui, au final, s'avérait la vraie. Il y a aucun mystère qui a été réussi dans toute cette saison. Puis bon, je vous rappelle quand même que, là, en l'occurrence, pour elle, la veille, il tuait ses potes, hein. La veille, il tuait ses potes. Pour l'instant, elle a pas de raison de penser quelque mal que soit de Saul. Mais alors, c'est en mode casual. Ouais, mais il est sexy quand même. Quand il enlève le t-shirt. Vraiment, enfin, je sais pas, il devait y avoir un groupe d'adolescentes
en pleine montée d'hormones, ou j'en sais rien pendant l'écriture, mais waouh, le level du truc, quoi. Et donc ils partent tous les deux, alors là, on a cette apparition de ce qui semblerait être Darth Plagueis. Alors Darth Plagueis, dans le canon, il y a très peu de choses sur lui, à part ce que dit Palpatine à Anakin. Alors ils ont respecté l'espèce, il semblerait. Après voilà, on n'en sait rien, j'ai pas envie de le voir écrit par eux. C'est un personnage qui peut être tellement passionnant, j'ai pas envie que cette équipe de scénaristes l'écrive. Je vois plein de gens qui disaient que, incroyable à cause des 2 caméos qu'il y a dans l'épisode, du coup c'est le meilleur épisode du monde. Non. Déjà dans tous les cas, 2 caméos ne font pas un bon épisode. Je veux dire, c'est 2 caméos qui ne disent rien, qui ne font rien, qui juste sont là. Ça n'a aucun intérêt. C'est cheap, c'est une espèce de manière de pousser les gens à avoir envie d'une saison suivante. Sauf que j'ai pas envie d'une saison suivante avec ces personnages écrits par ces personnes-là. À aucun moment. Si ça change toute l'équipe créative, pourquoi pas, avec une meilleure. Mais là, j'ai pas envie. Et puis, bah ok, Darth Plagueis est là. Cool. Je sais rien du tout. J'ai aucune information, il dit rien, il fait rien. Il les observe. Mais alors du coup quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est le maître du coup de Kimir ? Est-ce que Kimir sait qu'il est là ? J'imagine que oui. Ou alors c'est juste une île en fait qui sert d'espèce de camp de vacances pour pour les sites. Genre en fait il y a plein de sites dans différentes grottes. En mode, chacun a son petit coin, son hamac. Ils se retrouvent des fois pour la pétanque ou le barbecue le week-end. Ou alors est-ce qu'il est juste planqué et que son kiff c'est de mater Kimir qui ramène des filles sur l'île ? Je sais pas. Est-ce qu'il va les regarder quand ils vont faire des trucs après, Kimir et Osha ? C'est cool, c'est Plagueis. Mais ouais, non, j'ai pas envie de le voir écrit par ces gens-là. Vraiment pas. Ça peut être hyper intéressant hein, de développer ce personnage, mais pas là, pas eux, pas maintenant, pas comme ça. Vraiment pas. Ou peut-être même que lui, en fait, il est juste là pour étudier les petites bestioles, qui s'est retrouvé là par hasard. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les petites bêtes là qu'on voit à chaque fois avec leur trompe. Et c'est tout. En fait, il a des jumelles, il regarde ses animaux, c'est son kiff, il les dessine dans un carnet ou j'en sais rien, on sait pas, on n'en sait rien. Et donc on se retrouve sur Brendok avec Saul qui, semble-t-il, finalement a réussi à atterrir sans problème, semble-t-il. Et il va déclencher le traceur, enfin le truc qui permet de repérer, que les Jedi puissent repérer son vaisseau depuis Coruscant. Donc enfin, il a décidé de les appeler, enfin pourquoi Maë s'est barré ? Son but c'était de dire ce qui s'est passé aux Jedi, ou en tout cas qu'il avoue. Bah ok, dans ce cas attendez, et dis-leur. Pareil, j'aime bien le fait qu'il confronte pas Basil pour essayer de comprendre pourquoi il a fait ça ou quoi que ce soit. Après je sais qu'il parle pas la même langue, mais bon, ok. Et en plus, cette fois, donc là maintenant il peut ressentir quelque chose, parce qu'en plus il a l'air de trouver ce qu'il cherche. Donc il semblerait qu'il est capable de repérer où est... Soit il est capable de repérer où est Maë, soit, ce qu'il a jamais pu faire avant, soit il est capable de repérer l'endroit, mais de toute façon l'endroit il sait où c'est, donc non, c'est pas ça. Je sais pas sur quoi il se fixe en fait, c'est très bizarre. Et pareil, Basil, je comprends pas ce plan, enfin... C'est quoi l'histoire avec Basil ? Vraiment ? Il y a que Darth Basil qui fait sens. J'y reviens, hein. Un jour vous allez voir. On va apprendre que c'était vraiment ça. Pourquoi on insiste sur lui à ce point-là ? Je sais pas. On retrouve sur Coruscant Véranda qui non mais faut que je rappelle son nom quand même, c'est Véranda, on s'en fout. Qui veut prendre un rendez-vous avec quelqu'un, et bah il semblerait que c'est forcément voilà, on va l'apprendre à la fin que c'est Yoda. Mais alors du coup, elle a un rôle tellement important qu'elle fait ce qu'elle veut sans rien demander au conseil ou quoi que ce soit, mais quand elle demande un rendez-vous avec, j'imagine, que Yoda est déjà un membre du Haut Conseil, là on lui dit que c'est pas habituel, que ceci, que cela, machin. Alors que ça a quand même l'air d'être la personne la plus importante en dehors du Conseil Jedi, voire aussi importante, voire plus que le Conseil Jedi, vu qu'elle peut faire ce qu'elle veut sans leur demander leur avis. Avec d'ailleurs même le sénateur qui va en parler au chancelier, mais pas au Conseil Jedi, enfin c'est...
Ok, je comprends pas trop les rapports de hiérarchie, de force et tout le bordel là-dedans. On a le retour de Jean Bernard qui vient lui annoncer qu'ils ont repéré le vaisseau. Et donc elle demande à ce qu'ils prennent tous les Jedi disponibles sans que ça se voit trop. Va falloir en reparler de ça. Parce que le côté sans que ça se voit trop, tu l'as déjà dépassé depuis longtemps. Mais on y reviendra plus tard. Là on revient du coup sur Osha et Kimir qui arrivent sur la planète. Alors pareil, hein, l'image là est super jolie, hein, j'aime beaucoup. Mais donc, vous êtes en train de me dire que dans ce vaisseau qui a deux postes de pilotage, il y a un bouton. C'est son vaisseau à lui, c'est le vaisseau de Kimir. Mais il y a un bouton du côté de Osha qui permet d'éteindre le côté de Kimir. Et il a pas le moyen de rallumer le truc. Quoi? Alors j'imagine que c'est pour montrer que, ouais, elle a quand même un côté rebelle, Osha, machin, mais ça fait aucun fucking sens. Il y a un bouton pour désactiver l'autre cockpit, c'est son vaisseau à lui. Il est pas monté du côté maître, enfin du côté qui contrôle le tout. Ok. Et en plus, là cette fois ils ont un scanner. Parce que du coup elle repère, on voit en plus l'écran, où elle repère les lieux, et direct elle dit, ils sont déjà là. Vous savez, le truc qu'auraient pu utiliser les Jedi il y a 16 ans, quand ils sont arrivés pour voir qu'il y avait des gens sur la planète, bah là, ils l'utilisent par contre. Les technologies apparaissent et disparaissent comme ça, selon ce que les scénaristes décident que les personnages doivent avoir, parce que ça arrange l'avancée de leur script, et c'est complètement stupide, et ils réfléchissent absolument pas à la logique de ce qu'ils écrivent. C'est terrible. Alors Saul, j'imagine, a de nouveau escaladé, parce que du coup l'ascenseur n'est pas réparé et il connaît pas le passage secret, donc ça doit être qu'il a encore escaladé, j'imagine. Et alors c'est un petit détail, mais quand Saul arrive, il entend les voix du passé. Or, vu qu'il a jamais utilisé cette capacité à la avant, on se doute bien que c'est pas comme Ahsoka par exemple, ou comme va le faire plus tard Véranda, il est pas capable d'entendre la mémoire d'un lieu. Ça, c'est un truc qu'Ahsoka peut faire, c'est un truc que Véranda va faire après, ce qui d'ailleurs me fait me demander pourquoi de base c'est pas elle qui mène l'enquête alors qu'elle est capable d'entendre ce qui s'est passé quelque part. C'est très étrange. Enfin, dans ce cas, va faire l'enquête. T'es la meilleure personne possible dans un cas aussi important pour comprendre ce qui s'est passé, vu que t'es capable de savoir ce qui s'est passé à un endroit juste en t'y trouvant. Pourquoi t'envoies des Jedi qui sont pas capables de faire la même chose, sachant qu'on voit que elle peut décider quand elle veut d'agir elle-même. Donc il n'y a rien qui lui interdit. Mais du coup, ce qui me pose problème, c'est que techniquement, ils montrent les deux de la même manière. Là, on a Saul qui entend des voix parce que c'est ses souvenirs, parce que c'est sa mémoire. Et plus tard, quand c'est Véranda qui est au même endroit, c'est aussi la même manière qu'on entend les voix et tout ça. Et je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de différence entre les deux, c'est un détail. Vraiment, c'est un détail. Mais je sais pas, je trouve ça un peu feignant, en fait, tout simplement. Ça, j'adore. Les deux qui arrivent devant la porte de l'ascenseur, et elle lui dit qu'il faut le réparer pour pouvoir monter. Et là, il lui dit oupa. Et il a disparu. Mais lui, de ce qu'on sait, ne peut pas se transformer en fumée. On l'aurait vu à un moment. Donc, ce qu'il doit faire, c'est utiliser son autre capacité, c'est-à-dire celle de voler. Ce qu'on l'a vu faire quand il arrive à un moment là qui fait Mary Poppins. Et vu qu'il vient de lui parler, elle l'entend encore. Donc en fait, il suffit que tu lèves la tête et tu vas voir qu'il est juste là au-dessus hors champ, en mode salut, allez bye, j'y vais, ciao. Mais il doit être juste. Enfin, il n'y a pas d'autre. Je crois qu'ils le font 3 fois le truc de la disparition dans l'épisode. Mais là vraiment, il doit être juste au-dessus, hein. Parce que le seul truc, c'est qu'il est parti en volant. Il connaît pas de passage secret, il connaît pas de machin. Je vois que ça. Ou en plus, ça a l'air d'être lent quand il vole, parce qu'il pouvait voler vite, c'est un truc qu'il aurait déjà utilisé plusieurs fois. Mais du coup, j'imagine, il est en train de monter à 2 à l'heure, en fait. Il est vraiment juste au-dessus, en mode oh, putain, faites qu'elle lève pas les yeux, 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 faites qu'elle lève pas les yeux. Et ça marche, elle lève pas les yeux. Et donc, encore une fois, on voit cet endroit. Encore une fois, on nous remontre le même truc, ça va, on a compris, regret, machin, tout ce qui s'est passé. Au début, je pensais qu'elle s'était planquée là, en mode vraiment, c'était la meilleure cachette. On comprend avec ce qui se passe plus tard que non. En fait, là, c'est le moment vraiment où elle arrive, pour le coup. Elle vient du même passage par lequel elles vont s'enfuir plus tard. Et par contre, j'ai une question toute bête, mais
pourquoi elle revient là, Mae, en fait? C'est quoi son objectif? Je vois pas bien, enfin, ok, c'est l'endroit qu'elle connaît et tout ça, mais c'est quoi le but de venir se coincer ici, en fait? Je vois pas l'intérêt. Je sais pas c'est quoi l'objectif qu'elle poursuit. Elle sait pas que sa frangine, elle a aucun moyen de savoir que sa frangine va venir là. Sauf que, voilà, comme je dis depuis le départ, hein, c'est qu'elle a lu le scénario. Donc c'est le seul truc qui explique pourquoi elle viendrait là. C'est qu'elle a lu le scénario et il faut qu'elle soit là parce que sa sœur va arriver. Mais par contre, dans l'histoire, elle a pas de raison de se rendre à cet endroit-là, en fait. Pareil, c'est encore une fois très bizarre. On a donc Ocha qui arrive à réparer l'ascenseur, et il a vraiment l'air d'un psychopathe, quoi. Allez! Et là, on a une scène qui est vraiment cool. Honnêtement, on a une scène qui est vraiment cool, donc l'arrivée de Kimir, deux des rares bons acteurs de cette série, dans les protagonistes. Et j'aime bien cette petite phrase en plus, on fait une bonne équipe. Et le combat est vraiment cool. Pour le coup, ça j'aime bien, mais enfin voilà, ça suffit pas à faire une bonne série. Mais ce combat est vraiment cool pour le coup. J'aime beaucoup tout le déroulement du combat. J'adore la manière dont les sabres interagissent avec le décor, justement. Voilà, on voit à quel point ça va abîmer tout le décor et tout. On a ce moment très tigre et dragon. Enfin, voilà, ça prend dans les inspirations du cinéma asiatique de Star Wars. Et je suis pour qu'il y ait ce genre de délire. Enfin voilà, qu'on puisse tenter des choses, faire des choses différentes. C'est très bien, je suis super open à faire des choses différentes dans Star Wars. Il y a tellement d'aspects à explorer. Pour ça que j'ai adoré Vision, justement, qui se permettait pas mal de choses. Et donc ouais, non, cette partie, elle est cool. Elle est vraiment cool. J'aimerais juste qu'il y ait une meilleure écriture autour. Mais donc voilà, on a tout ce combat, puis voilà, j'adore son double sabre, là, c'est super cool comme idée, ça. Ça marche trop bien. Et donc voilà, combat qui continue. Encore une fois, chapeau au chorégraphe de combat, vraiment le taf est excellent. À la limite, j'aurais juste ce moment-là, quand il fait ce truc, qui est un classique pareil du cinéma asiatique, mais je trouve que ça manque grave d'impact quand il fait ça, qu'il vole en lui donnant des coups de pied. Il y a deux choses pour moi qui manquent, c'est d'une, le son des impacts, il aurait fallu des pouf, pouf, pouf. Et deuxième chose, vraiment la technique du cinéma hongkongais, c'est de mettre une espèce de poudre, en fait, ce qui fait que quand il y a les coups, on a ces petits nuages de fumée, ce qui rajoute à cette impression vraiment au fait de ressentir les impacts. Voilà, c'est du détail, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de son d'impact des coups, donc ça manque. Et cette petite fumée, c'est une petite technique toute con, utilisée dans le cinéma de Hong Kong, mais qui marche très bien pour le coup. Mais voilà, vraiment c'est chipoté. Le combat est cool. Le combat est vraiment cool. Et on a ce moment-là, quand il évite justement les deux sabres laser, et la paupe, il range son sabre. Et c'est ça, un Jedi, c'est aussi surtout la force. Et la manière dont il range son sabre, l'autre qui arrive, donc il est attaqué sur 3 fronts en même temps, et pouf, le petit tour comme ça, il les envoie tous valser avec la force. C'est cool. Vraiment, c'est bien. Ça fait plaisir. C'est tellement dommage que ce soit noyé au milieu d'autant de problèmes. Mais ouais, ça c'est un moment que je trouvais cool. J'ai apprécié ce moment-là. On enchaîne ensuite sur les retrouvailles entre Ocha et Mae. Alors là, c'est super drôle. Déjà, encore une fois, hein, vraiment, je trouve qu'elle joue pas bien. Vraiment, voilà. Si vous pensez qu'elle joue bien, ok, vraiment pas, quoi. C'est la manière dont elle délivre ses lignes, ça marche pas du tout pour moi. Et elle a cette phrase qui est incroyable. Un peu de la même manière qu'Indara se contredisait quand elle disait, oui, vous ne pouvez pas nous refuser de tester les gamines, avec votre autorisation, bien sûr. Et là, cette fois, c'est Mae qui déjà, au lieu de lui dire « Saul a tué notre mère », c'est simple, « Saul a tué maman ». Non, c'est « Non, Saul est pas gentil, j'ai pas fait... » Ok, mais surtout, Mae qui dit « Saul a mis le blâme sur moi », et sa sœur Ocha qui répond « Saul ne t'a jamais blâmé. Il a essayé de m'apprendre que quelqu'un que j'aimais pouvait être capable de ce level de destruction. Il ne t'a jamais blâmé. Il m'a appris que quelqu'un que j'aimais pouvait être responsable de ce level de destruction. » Ça s'appelle blâmer quelqu'un. C'est ça, blâmer quelqu'un. C'est ça. T'es en train de dire qu'il a mis le blâme sur elle. Il m'a appris à accepter qu'une personne que j'aimais pouvait être capable de ce level de destruction. Oui, donc il t'a dit que c'était elle. C'est ce qu'elle vient de te dire. Qu'est-ce que tu racontes ? Ocha raconte encore les mêmes trucs de voilà, j'ai loupé parce que mes sentiments, machin, tout ça. Et enfin, Mae reçoit l'autorisation des scénaristes de dire ce qu'elle a à dire, c'est-à-dire Saul a tué maman. Ah, quand même, après tout ce temps, bordel. Et
franchement, non, elle joue vraiment pas bien, je suis désolé. Et donc Osha passe en mode rage, on le voit parce qu'elle va crier après et tout. Donc on voit vraiment que c'est Mae qui reste composée, et c'est Osha maintenant qui se laisse aller dans ses sentiments de colère et tout ça. On voit qu'elle est passée en mode Super Saiyan, hein, le fait d'avoir mis le casque pendant quelques temps, à surdévelopper, à libérer ses pouvoirs. C'est cool que ce soit aussi facile que ça, en fait. Le combat en soi est plutôt pas mal, la chorégraphie, ça marche. Mais le problème, encore une fois, hein, c'est que je m'en fiche de leur personnage. Vraiment, pour moi, elle gâche la série, en fait, et ça aurait été tellement mieux sans qu'on ait plus de temps avec Kimir, plus de temps avec Saul, même plus de temps avec Jackie ou avec Yord. Mais voilà, quoi, on a ce personnage qui est inintéressant au possible. Et donc on voit qu'elles se battent de manière identique, donc je pense que ça doit vouloir nous faire nous dire, tiens, c'est à cause du fait qu'elles soient qu'une, même si elles ont eu des maîtres différents et tout, mais elles se battent exactement de la même manière, ou alors est-ce que c'est le fait qu'elles soient proches l'une de l'autre qui fait que leurs mouvements sont les mêmes, mais on n'a jamais développé pendant la série quelque chose de ce côté-là, à part les visions de Osha. Enfin, bon, on a cette transition qui est pas inintéressante entre les coups de pied croisés, où on passe sur leur sabre, et donc on repasse sur leur combat à eux. Et alors donc on voit le vaisseau qui arrive, donc de Véranda et toute la clique, et Saul dit, bah tiens voilà, tu vas te faire avoir. Et Kimir lui répond, ils sont pas là pour moi. Mais comment il sait ça? Comment il le sait? D'où il a cette information? Ou alors, est-ce que je suis passé à côté de quelque chose? Mais d'où il saurait ça, en fait? C'est bizarre quand même, non? Le problème, c'est qu'il y a trop de mystères non résolus dans cette saison, déjà. Et si c'est une histoire de contact qu'il aurait dans les Jedi, machin... Enfin, c'est... Le seul moyen, ça serait qu'ils connaissent Véranda, enfin que Véranda soit méchante, mais en même temps, elle veut le retrouver, enfin elle est étonnée qu'il soit vivant. Donc non, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi il sait que c'est pas pour lui. Je vois pas. Vraiment, je vois pas. Et donc, il survole l'endroit, mais on sait qu'on peut pas se poser là, ça a déjà été dit. Mais du coup, s'il passe au-dessus comme ça doit être pour une observation, justement pour voir ce qui se passe. Donc, il y a des Jedi qui doivent voir ce qui se passe là, puis il y a quand même 2 sabres laser qui sont visibles de loin. Ça, faudra qu'on en parle plus tard, parce qu'il y a vraiment un truc qui va pas par rapport à ce que va raconter Véranda à la fin. Donc voilà, le combat de côté continue, elle voit aussi le vaisseau qui passe, et on voit bien, voilà, le vaisseau qui passe vraiment au-dessus, quoi. Donc oui, je pense qu'ils doivent observer ce qui se passe là en bas, et voir qu'il y a plusieurs personnes. Du coup, ils peuvent scanner, eux aussi. Surtout qu'il y a 2 vaisseaux. Il y a 2 vaisseaux, il y a celui de Saul. Il y a même 3 vaisseaux, il y a celui de Saul, il y a celui de Kimir, et il y a la navette qui a utilisé Mae. Et ça, en scannant, il le voit tout de suite. Donc le combat qui continue des 2, et encore une fois, vraiment très cool. C'est très très bon boulot c'est la seconde unit qui s'occupe des combats. Il y a ce côté très film asiatique, justement, voire très très manga aussi, très animé. Ce duel comme ça où les deux, on sait pas qui va tomber, qui va machin. Bon, en fait, c'est juste le sabre, pour le coup, qui est coupé, avec Kimir qui est donc protégé, qui est donc à la merci de Saul. Pareil, je comprends pas pourquoi il enlève son casque, alors qu'il sait en plus qu'il y a des Jedi qui sont en train d'arriver. Je ne vois pas l'intérêt d'enlever son casque, pour le coup. Mae qui débarque, qui du coup désarme Saul. Bon, elle a pris par surprise, il était concentré sur Kimir, pourquoi pas. Mais du coup, elle a plus peur que Kimir la tue. Ça y est, ça s'est passé. Parce qu'elle était persuadée que Kimir allait la tuer. Hein. C'est quand même pour ça. Enfin, elle était censée se barrer à cause de ça, quoi. Mais du coup, non, ça y est, elle a l'esprit tranquille maintenant de ce côté-là. Et donc, Mae décide qu'elle ne veut pas. Parce que Kimir va lui dire allez tue-le machin, parce que lui en plus est encore sur la vision qu'a eu Osha par rapport à ça, où elle le tuerait sans armes. Mais donc elle balance le sabre. J'ai bien aimé, ça c'est cool, qui est ce plan. Jamais on a ce genre de plan. Et c'est vrai que de voir le Kyber Crystal à l'intérieur, le plan est super joli. Ça j'ai trouvé ça très très cool pour le coup. Et donc elle refuse de le tuer parce que ce qu'elle veut, c'est qu'il avoue tout devant le Conseil Jedi, tout ça. Pourquoi t'es pas juste resté avec lui dans le vaisseau, vu qu'il a dit justement qu'il faisait venir les Jedi, en fait? Je comprends toujours pas.
au final. Et donc il va lui répéter la même chose sur le fait de ouais mais non j'ai voulu te protéger, machin. Saul reconnaît quand même que tu vois bien que ça, voilà, enfin, elle a pas l'impression d'avoir été sauvée. Et donc voilà, il lui explique encore une fois, mais c'est rien de nouveau, c'est ce qu'on a eu à l'épisode précédent. Il lui répète encore une fois qu'elles ont été créées, que les sorcières ont créé la vie. Et alors là, on a ce regard de Kimir, et du coup, c'est intéressant, mais je me pose des questions. Est-ce qu'il est en mode, parce que voilà, on sait qu'il y a toute cette histoire autour de Plagueis, sur le fait de créer la vie, comme quoi c'est son grand but. Donc, est-ce que là, il se dit, oh tiens, ça pourrait intéresser Plagueis de savoir ça, ou est-ce que... Du coup, en plus, il est pas au courant. Et je comprends toujours pas, Kimir, comment il est arrivé dans l'équation. Comment il a rencontré Mae. Pourquoi tout ça? Pourquoi il l'a pris sous son aile s'il savait rien de tout ça? Parce qu'il a l'air surpris, pour le coup. Donc, je vois pas bien ce qu'il a rapproché de Mae et d'Osha. Qu'est-ce qu'il a ressenti en elle? Il a l'air de rien savoir au final. Ou alors il sait, mais dans ce cas, c'est assez mal représenté. Et du coup, est-ce que c'est lui qui, en entendant ça, va en parler à Plagueis, et du coup, dans le futur, est-ce que leur but c'est de canoniser le fait qu'Anakin ait été créé? Et en fait, tout ça, c'est grâce aux recherches des sorcières qui, en fait, seront ce qui aura inspiré Plagueis. Et en soi, moi, ça me dérange pas. J'en vois qui sont hyper énervés par le côté du coup Plagueis aurait été inspiré par ces sorcières. Oui, et c'est-à-dire que lui aurait amélioré le truc pour réussir à créer une personne, parce qu'on nous a fait comprendre que c'est parce que l'expérience est foireuse qu'il y a Mae et Osha. Donc lui, il améliorerait la technique. L'inspiration, ça vient toujours de quelque part. Ouais, ça m'embête. Non, ça m'embête pas, moi, au final, quoi. Que ça vienne de là ou d'ailleurs. On va voir que Osha arrive, elle ramasse le sabre justement de Saul qui était au sol. Mae va réussir à lui faire avouer que oui, il a tué, voilà, lui faire dire oui sur le fait qu'il a tué leur mère. Mais pareil, putain, Saul, enfin, ta mère se transformait en espèce de créature démoniaque de fumée noire avec des yeux noirs, et je t'ai vu commencer à disparaître, j'ai flippé ma race. J'ai flippé, c'est tout. Putain, parle, explique. Les personnages sont limités dans ce qu'ils peuvent dire parce que leur accorde le scénario. Mais dans un... c'est logique. Mais ici, dans une façon tellement peu organique, personne ne parlerait comme ça, ne se limiterait à ça. Enfin... Et donc voilà, il lui fait avouer, ce qui fait que Osha l'entend. Puis il dit, mais c'est vrai? Il fait, ouais, mais j'avais pas le choix, c'était pour vous protéger. J'ai eu raison, j'ai eu raison de le faire. Bah dans ce cas, pourquoi tu l'as pas dit? Pourquoi tu l'as pas dit au Conseil Jedi, si t'avais raison de le faire? Oui mais si, vu que ta sœur était plus là, j'avais plus moyen de le prouver. Si, vous étiez 4 Jedi pour témoigner, les prises de sang et toutes les datas dans vos ordis, qui démontraient justement qu'il y avait 2 individus absolument identiques, de façon où elles n'étaient pas des jumelles, où c'était vraiment le même individu. Tu avais tout pour prouver, en fait. Tu avais tout. C'est faux, ce que tu dis. Et il repart sur ce truc de... en gros, c'est si j'avais dit, il t'aurait envoyé loin, t'étais trop vieille pour être entraînée à être une Jedi, ça change rien à son âge. Enfin, elle était quand même trop vieille pour être entraînée. Ça change quoi, le fait de son âge par rapport à ça? Je vois pas le rapport. Je comprends pas bien le rapport, en fait. C'est de nouveau très étrange, en mode vraiment faut surveiller, faut vérifier le disque dur de Saul, hein, vraiment, on risque de trouver des trucs chelous dessus, parce que il lui dit, j'ai fait tout ça pour te protéger, j'ai fait tout ça parce que je t'ai... Alors il allait dire je t'aimais, tu l'avais vu 3 fois, quelques minutes, à ce moment-là, où t'as pris cette décision. Qu'est-ce que tu racontes que tu l'aimais? T'as un problème. T'as un vrai problème psychologique, Saul. Non, vraiment. Ne le laissez pas s'approcher de Padawan. À aucun moment. Et donc, elle ne le laisse pas finir sa phrase sur le « je t'aimais ». Et là... Et donc, elle utilise l'étranglement de force. Et donc, voilà pourquoi on nous a saoulés avec cette histoire de devoir tuer un Jedi sans armes. Donc je sais pas trop, est-ce que c'est parce qu'un acolyte doit découvrir
par lui-même la capacité de l'étranglement de force. Puis bon, c'est quand même... Du coup, on voit à quel point elle a eu un boost en portant le casque, hein, parce qu'elle est capable de faire ça sur un maître Jedi, qui a l'air d'être un maître Jedi balèze, parce que quand il y a tous les Jedi morts, la seule solution, ça leur paraît que ce soit un maître aussi puissant que Saul. Ça veut dire que Saul est quand même bien plus puissant que la moyenne des maîtres Jedi. Et là, elle le fait sans problème, quoi. Alors... Peut-être qu'on peut se dire que quelque part il se laisse faire. On n'est plus à ça près. Pourquoi pas? Allez. Et donc voilà, elle est capable de l'étrangler. Et en gros, il lui dit c'est ok en mode voilà, enfin je tape sous. Je comprends pourquoi tu fais ça. Et c'est quand même le mec qui l'a élevé, avec qui elle a passé du temps, qu'elle avait l'air d'adorer, tout ça. Même pas, elle donne l'occasion d'au moins pouvoir discuter, parler, tout ça. C'est difficile de juger, je sais, c'est le côté, elle vient d'apprendre quelque chose qui renverse son monde, qui change ce qu'elle pensait. Mais on va pas se mentir, il y a le fait que j'aime pas ce personnage qui joue déjà, c'est clair et net. Le fait qu'elle joue mal, qui joue aussi. Le fait que Saul soit un des rares personnages que j'ai vraiment apprécié de la série. Donc même s'il y a tout ce côté taré et compagnie, bah putain, ça veut dire qu'il y aura même plus ce personnage-là s'il y a une suite. Mais bon, donc... Et donc Mai qui voulait le traduire en justice, non, maintenant elle observe en mode ouais, ok, cool. Alors... Ça a fait parler aussi. Il y a ce truc du saignement de Kyber Crystal. Je suis partagé là-dessus. Le délire, c'est que logiquement... Donc tout, alors faut savoir que le saignement, ça n'a pas toujours été le cas, ce délire d'un site. Pour le coup, c'est un site. Le délire du saignement de Kyber Crystal, c'est un truc qui vient de Charles Soule. Auteur, qui est un ancien avocat, qui est auteur de comics, qui a bossé entre autres donc pas mal sur du Star Wars, avec un excellent run justement sur Darth Vader, et c'est là-dedans qu'il a créé ce principe. Sauf que, dans ce qu'on a eu pour l'instant, dans le canon, de toute façon ça n'existait pas à l'époque du Légende, mais ce qu'on a eu à l'époque, dans le canon, c'est compliqué à réaliser. C'est pas un truc qu'on fait comme ça, sans s'en rendre compte. Ça a toujours été, Vador, c'est pas pour rien, enfin, ça n'existait pas à l'époque. La vraie raison, c'est que ça n'existait pas à l'époque. Mais Anakin, quand il tue tous les gamins et compagnie, son sabre devient pas rouge. Ça n'existait pas à l'époque, c'est pour ça. Mais, même dans le récit de Charles Soule, où il a créé justement ce principe, il doit se rendre à un endroit très spécifique, qui est à Mustafar, qui est d'ailleurs l'endroit où il créera ensuite son palais. Alors on peut me dire que là, c'est un endroit spécifique pour elle, vu qu'il y a toute cette histoire de vengeance et tout ça, mais même là, sachant que c'est Anakin l'élu, et je vous rappelle que dans l'interview, Leslie Headland a dit que oui, les sœurs n'étaient pas aussi puissantes, en tout cas séparées n'étaient pas aussi puissantes qu'Anakin, loin de là. Et elle le fait en 10 secondes, alors que lui, il en a chié. Il en a chié pour transformer son Kyber Crystal en cristal rouge. Et il faut qu'il le veuille. Et même dans le jeu vidéo Jedi Survivor, il le veut, il démonte avec la force son sabre, il en sort le cristal, et en gros, du coup, un site, faut qu'il imprègne le cristal de toute son énergie négative. Et elle le fait sans même s'en rendre compte. Bon, je vais pas gueuler dessus, je vais pas machin, mais je trouve ça un peu, encore une fois, un peu feignant, quoi. C'est, enfin, puis pas hyper respectueux du lore canon, pour le coup. Là, on nous montre qu'en fait, elle y arrive en 3 secondes de façon hyper simple. Et vraiment, de ce côté, je comprends, c'est toujours une histoire d'exécution. Je comprends le côté, ce qu'elle vient d'apprendre et tout ça, mais là, vraiment, froidement, ça dure longtemps. Et même quand il lui dit, ouais, c'est ok, machin, vas-y, où elle continue et où elle va vraiment le tuer de cette manière, moi, ça m'en fait un personnage détestable. Même s'il y a ce qu'elle a vécu, ce qu'il a fait et tout ça, l'exécution, la manière dont ça se passe, j'ai pas moyen d'accrocher à ce perso. J'ai pas envie de suivre ce perso. C'est... Et attention, hein, il y a des séries où on suit des personnages mauvais ou machin, mais il faut que l'écriture, justement, nous amène à quand même avoir des choses qui font que ce personnage nous intéresse. Moi, en tout cas, tant mieux si c'est pas votre cas, moi, en tout cas, il y a rien qui me donne envie de la suivre, elle, quoi. Et on a Kimir qui va du coup... Vraiment, c'est en mode... C'est le gamin qui se rapproche en mode oh, c'est le moment d'essayer d'en profiter. C'est un peu le coup c'est un peu le truc du bâillement là au cinéma, en mode passer son bras autour des épaules de la fille. Et du coup il en profite en mode oh, il se rapproche petit à petit, sauf qu'elle va le menacer avec son sabre. Et là, il devient rouge. Et donc, ça y est, elle est mauvaise.
On enchaîne sur l'arrivée de Véranda et de toute la clique des Jedi sur la planète. Et alors, c'est hyper drôle parce que ils sortent tous du vaisseau. Et là, à peine sorti, direct, elle ressent Kimir, vu qu'il a pas son casque, puisqu'il l'a enlevé comme un con. Et elle est en mode, oh, toi, tu es vivant. C'est quand même vachement dommage. Elle aurait été avec eux sur la planète du Wookiee, bah du coup elle l'aurait senti direct. Parce qu'en plus quand ils sont arrivés, c'était le moment où il avait pas son casque. Donc c'est quand même bien dommage. Heureusement pour le scénario qu'elle n'ait pas décidé de mener l'enquête avec eux. Et donc il remet son casque tout de suite comme un gamin qu'on a pris en train de faire une connerie. Et elle vient de dire, oh toi, tu es vivant. Et en fait ils sont tous autour d'elle les Jedi. Et elle leur dit ouais, je sais où ils sont. C'est encore un élément de plus où ils peuvent se poser des questions. Puis on a lui qui arrive. Le vaisseau vient d'arriver. Et Basil, il est déjà là. Vraiment, ils ont un délire avec Basil. Je sais pas pourquoi ils ont à ce point-là besoin de le foutre partout. C'est très étrange. Et d'ailleurs, on a Jean-Bernard qui s'arrête en mode « Eh, Basil, c'est cool !» Donc je sais pas si lui parle sa langue ou quoi. Je sais pas trop. Peut-être qu'en fait, ils sont colocs sur Coruscant, Jean-Bernard et Basil. On sait pas trop. Peut-être qu'ils sont copains de beuverie ou... je sais pas. Ça m'a choqué, là. Regarde, il y a un faux raccord. Vraiment, celui-là, il est choquant parce que on voit qu'elle tient son sabre, donc vraiment comme ça, devant elle. Et vraiment, l'image d'après, elle est comme ça. Et il y a vraiment les deux images qui s'enchaînent direct. En mode, mais vous êtes sérieux, quoi? Vous êtes pas rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas? Et donc, Maë lui dit qu'elle connaît un moyen de pouvoir partir. Donc, elles partent toutes les deux en courant. Elles se battaient il y a 10 minutes, mais c'est pas grave. On a Véranda et tous les Jedi qui arrivent. Les deux qui vont s'enfuir. Du coup, on découvre comment Maë a survécu. Et en fait, ils ont juste repris ce qui s'était passé avec Luke dans la trilogie originale quand il tombe et qu'il est aspiré par un tuyau. Là, ils font la même chose, c'est vachement moins convaincant. Ils arrivent tous donc sur les lieux. Elle a l'air donc d'entendre ce qui s'est passé. On dirait qu'elle est capable, comme Ahsoka, de recevoir comme ça, grâce à la force, d'entendre les voix, de savoir ce qui s'est passé là. Mais au moins Jean-Bernard, on sait de la fois d'avant quand ils ont été sur la planète où il y avait le Wookiee, on sait qu'il est tout à fait capable de lire ce qui s'est passé dans un lieu. En voyant le corps et tout ça, normalement, dernière fois, il était hyper précis sur le oui, donc il y en a un qui était placé là, qui se battait de manière erratique, et du coup qui a fait ci et ça, machin. Donc là, ça devrait être pareil. Je dis ça parce qu'il y a plein de choses qui font que ça n'a aucun sens, son mensonge à la fin, parce qu'il y a plein de Jedi autour qui savent qu'elle ment. C'est hyper chelou. C'est hyper chelou. On en reparlera, mais là, normalement, il y a au moins Jean-Bernard et certainement d'autres, c'est des Jedi, ils ont été formés à ça. Donc ils sont capables de voir qu'il y a eu un combat à plusieurs et tout ça. Ils peuvent pas croire qu'il s'est vraiment donné la mort. Saul, ils voient les lieux où ça s'est produit. Et retenez bien ça. Elle leur donne des directives et elle dit, vous deux, cherchez dans les alentours. Toi, Jean-Bernard, utilise le tracker. Les autres, faites un périmètre dans les 5 clics. Retenez ça pour plus tard. Elle a bien dit, vous deux vous cherchez dans le périmètre proche, toi Jean-Bernard tu vas utiliser le tracker, et les autres, vous faites un périmètre partout autour. Et là on va se rendre compte que Kimir est en train de les observer. On voit Véranda qui s'approche de Saul, Kimir la voit s'approcher comme ça de Saul, on sait pas à ce moment-là ce qu'elle lui dit, on le découvrira plus tard. Et là, elle lève la tête, mais non, il n'est plus là. Les frangines arrivent à s'échapper. Osha qui demande à Maë ce qu'elle avait fait ensuite, donc à l'époque. Et ils sont tous au même endroit. Alors que, juste avant, Véranda leur a dit « Faites-moi un périmètre dans les 5 clics alentours, machin. » Et en fait, ils sont tous ensemble. Je comprends pas. Vraiment, les Jedi, ils sont tous cons dans cette série. C'est vraiment tous des incapables. Elle vient de vous dire de vous éparpiller, de faire un périmètre sur une certaine distance. Et en fait, vous êtes tous en groupe, tout le monde, en train de cavaler dans les bois ensemble. Ok. C'était 30 secondes avant, où elle leur dit, éparpillez-vous, on les voit tous partir dans une direction différente, et faites un périmètre. Et non. Non, ils ont dit, oh vas-y, je suis dedans, j'ai pas envie d'être tout seul. Viens, vas-y, on reste tous ensemble.
Elle saoule l'autre. J'ai pas du tout envie de faire ce qu'elle dit. Oh, on reste en groupe, on en a rien à foutre. Ok, donc du coup, non, ils restent tous ensemble. Et alors, elles arrivent à l'arbre, et tout ce qu'elle lui dit, c'est ah, je t'ai attendu là. Enfin, j'ai attendu là. Sérieux, on va rien apprendre de plus sur ce qui s'est passé? C'est ça quand elle disait non, non, mais les réponses qu'il faut, on les donne dans cette première saison parce qu'on ne sait pas si on aura une autre, machin. Et non, non, enfin, il reste beaucoup trop de choses auxquelles on n'a pas eu de réponse. C'est beaucoup trop, beaucoup trop. Et cette réflexion, elles refont leur espèce de comptine qu'elles avaient quand c'était gamines. Il y a cette réflexion de qui nous a appris en gros cette comptine. Et ça, j'ai du mal à croire que ce soit pas un truc qui soit prévu pour un mystère justement. Enfin voilà, un truc qu'on va apprendre, qui aura un rapport avec le fait de qui est la personne qui leur a appris ça. Est-ce que c'est Plagueis qui en fait était là et c'est lui qui a aiguillé les sorcières dans cette direction en réalité ou autre chose, je sais pas. Mais j'ai du mal à me dire que cette phrase est là par hasard. Et on a Kimir qui débarque. Mais par contre, il y a un truc juste avant. On les voit chialer dans les bras l'une de l'autre, machin. Ça me touche pas. Je m'en fous parce que j'aime pas les deux. J'aime pas les deux parce que leurs personnages, enfin, il y a plein de choses qui font que ces personnages sont pas des personnages que j'ai envie d'apprécier du tout, quoi. C'est donc, ouais, problème. Et c'est peut-être que vous les adorez ou machin, et c'est cool dans ce cas. Mais quand c'est pas le cas, bah, ce genre de scène, on s'en fout, en fait, quoi. Ça me touche pas du tout, je m'en balance de ce qui leur arrive à L2. Vraiment, je m'en balance. Et donc, ouais, on a Kimir qui arrive et qui dit, si je vous ai retrouvé, les Jedi le peuvent aussi. Et effectivement, Darth Basil est sur le chemin pour les retrouver. Et vraiment, ils sont tous là, quoi, c'est génial. Ils en ont rien à foutre des ordres de leur chef. C'est formidable. Et alors là, encore une fois, je ne comprends pas les choix qui sont faits par ces persos. Je ne comprends pas. Donc, Maël demande à Osha ce qu'elle veut faire. Et Osha se retourne vers Kimir, qui est toujours pas une bonne personne non plus. Pourquoi maintenant elle décide de partir avec lui? C'est parce qu'elle l'a vu à poil et que c'était plutôt pas mal. Et elle lui dit, laisse-la partir et je viens avec toi. Mais là, vous avez tous l'air d'être dans le même délire. Enfin, Mae, ça l'a pas dérangé quand t'as tué Saul. Et Osha, elle est pas au courant du délire de règles de 2 ou je sais pas quoi. J'ai pas l'impression que quelqu'un lui expliquait. Pourquoi direct c'est laisse-la partir et première chose, ça c'est qu'une première chose. Hein. Pourquoi c'est pas on vient avec toi? Vas-y, enfin t'as plus envie de la tuer maintenant. On est tous du même côté, viens on part tous ensemble. Et sinon, même sans ça. Donc il lui répond, je peux tenter de lui effacer la mémoire. Qu'est-ce que c'est que pourquoi la laisser là? Ouais mais les Jedi risquent de servir d'elle pour la retrouver. Bah prenez-la avec vous. Au pire, vous la déposez sur une autre planète. Et même si tu veux, tu lui effaces la mémoire une fois sur une autre planète et tu la laisses là. Pourquoi vous la laissez aux Jedi de base? Et me dites pas que le vaisseau a que 2 places pour partir. Hein. Vraiment. Soit il pourrait voler celui de Saul. Au pire, vous tenez à 2 dans un des 2 cockpits et vous la déposez sur une autre planète. Là, t'es en mode... Ok, donc on vient de se réconcilier, même si c'est de manière très bizarre et tout ça. Et je te confie, et je te lâche aux Jedi sans aucun problème. Vraiment, ces personnages, déjà Mae avant, qui avait abandonné Osha sur la planète en prenant sa place. Maintenant, c'est Osha, à qui ça pose pas de problème de laisser sa sœur aux Jedi. Mais pourquoi vous laissez aux Jedi? Ça se trouve, ils vont peut-être réussir à réveiller ses souvenirs, ou j'en sais rien. Pourquoi vous leur laissez Mae? Pourquoi vous l'embarquez pas? Soit vous partez tous ensemble et ça fera des plans à 3 et compagnie et ça sera encore plus rock'n'roll. Soit vous la laissez sur une autre planète, quitte, si tu le veux vraiment, à lui effacer la mémoire. Mais ça veut rien dire ce délire de je vais tenter. En plus je vais tenter. On voit qu'il doit pas le faire trop souvent. Il est pas sûr que ça va marcher ou quoi. Je vais tenter de lui effacer la mémoire. C'est ok, écoute, on dépasse après. Surtout qu'on entend les autres qui arrivent en plus. On entend Basil et tout ça. Et c'est quand même, attends, laisse-moi le temps. Allez, on se reprend dans les bras, puis hop, on refait notre comptine et machin. Ah, sérieux, quoi. Heureusement que c'est Darth Basil et qu'il doit faire des spirales aux autres pour leur faire perdre du temps. Mais c'est vraiment stupide, quoi. C'est vraiment bébête. Et donc, elles ont leur petit moment émotion, machin. Et elle récupère le sabre. Après tout, c'est son sabre dont elle a saigné le cristal.
Ça aurait été drôle qu'il se trompe, qu'il fasse les deux, qu'il efface la mémoire des deux en fait quand il fait son truc. Ça aurait été marrant. Mais c'est pratique comme pouvoir, hein, de pouvoir effacer la mémoire comme ça sur des trucs précis qu'on a décidé, de pouvoir le faire aussi vite pendant qu'on est poursuivi. Classe. Et donc voilà, ils arrêtent Mae, on se retrouve sur Coruscant, ils la ramènent à Véranda. Alors ce passage, j'aime bien la tenue par contre, la tenue est vraiment sympa je trouve. Mais alors, donc elle va lui raconter, donc on se rend compte que Mae est retournée en fait, elle a plus de souvenirs. Ses derniers souvenirs, c'est de quand elle avait 8 ans en fait. Donc du coup c'est quoi, elle a le niveau mental, elle est retournée au niveau mental d'une enfant de 8 ans. Ça a l'air d'être ça, parce qu'elle a aucun souvenir. Il a pas juste effacé les deux. Il a pas juste effacé les souvenirs de lui et de Osha. Elle a vraiment l'air de plus se souvenir de rien après le drame d'il y a 16 ans. Et donc elle lui raconte, Véranda lui raconte un peu sa version de ce qui s'est passé. Et là, je comprends pas. Là, je ne comprends absolument pas. Donc elle va tout mettre sur le dos de Saul. Et on se rend compte que ce qu'elle lui a dit dans l'oreille, c'est « je suis désolé ». Elle dit au conseil, et n'hésitez pas à me dire si j'ai raté quelque chose, hein. Donc ce qu'elle raconte au chancelier, j'imagine c'est le chancelier qu'on voit, c'est que c'est lui qui a voulu couvrir ce qui s'était passé il y a 16 ans, et donc qui a tué ses complices. Okay. Mais il y a plein de gens qui sont témoins en fait. Je vous rappelle que vous avez un enregistrement vidéo que plein de Jedi ont vu de Mae en train de tuer Indara. Il y a plein de Jedi qui savent que des collègues à eux sont morts, qui savent que Saul était en train d'entraîner les Younglings pendant que l'autre se faisait tuer. Torbin, il y en a plein qui savent aussi que c'est Mae. Les Jedi qui étaient sur place, celui avec de longs bons points, celui qui les a accueillis au départ, tout ça, ils savent tous. Enfin, il y a puis ça doit parler au niveau des Jedi. Ils ont dû se raconter cette histoire-là quand même, parce que bordel, c'est des Jedi qui meurent, c'est un truc qui arrive pas régulièrement. Et là, son mensonge, il passe. Donc, ça veut dire que tous les Jedi au courant vont rien dire. Enfin, là, faut supprimer les Jedi. Faut complètement supprimer les Jedi. Pour qu'ils acceptent de rien dire sur... Tout le monde est pourri. Tout le monde est pourri. Il y a un vrai problème, là. Il y a un énorme problème. Et donc, ouais, elle leur raconte son truc. Sauf qu'en plus, ce qui est doublement stupide, c'est que déjà, en réalité, il n'y a pas une chance sur 1 million que son mensonge passe, parce qu'il y a trop de témoins que non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais en plus, elle vient de donner au sénateur la meilleure carte possible pour obtenir ce que lui voulait. C'est trop bizarre. Ou alors elle s'en fout de sacrifier l'ordre Jedi, quitte à protéger son secret sur son ancien apprenti. C'est la seule solution, qui était encore un de ces mystères de Polichinelle que tout le monde avait deviné tout le monde avait deviné direct. Donc la seule solution, c'est qu'elle soit prête à tout pour conserver le secret de son apprenti qui en fait n'est pas mort. Parce que là, en disant que c'est un Jedi qui a pété un plomb et tué d'autres Jedi, elle confirme exactement ce qu'il disait. Ok, elle arrive avec une réponse à ce tribunal, mais du coup, c'est la réponse qu'il fallait pas donner. C'est exactement la réponse qu'il fallait pas donner. Et alors, si son truc, c'est qu'elle veut absolument garder le secret sur le fait que son disciple est encore vivant... Ah oui, puis il y a le fait qu'elle ait cramé le corps. Ils sont où les autres Jedi qui étaient partis avec elle pendant ce temps? Excusez-moi, j'ai un barbecue à faire, je reviens dans 1 heure, hein? Surtout qu'elle l'envoie sur une barque et tout, parce que voilà, c'est quand même son amie, elle veut faire honneur, je sais pas quoi. Mais pourquoi les autres Jedi, ils se posent pas de questions. Pourquoi elle est partie flamber un truc, là? Et donc, sur le côté, elle est prête à tout pour garder secret le fait que son ancien disciple soit encore vivant. Dans ce cas, pourquoi tu le racontes à une femme qui a l'âge mental d'un enfant de 8 ans? Elle lui dit « Ah, j'ai besoin de toi pour retrouver mon disciple, celui qui était mon disciple avant de tourner Maléfique. » Ok, elle vient de raconter ce qui a l'air d'être un énorme secret à quelqu'un qu'elle connaît à peine, qui, il y a pas si longtemps, était du côté maléfique, enfin du côté sombre, et qui a l'âge mental d'un enfant de 8 ans. Il n'y a pas un Jedi qui ait plus de 2 neurones dans cette histoire. Vraiment pas. Puis alors là, vraiment, la fin Twilight, la manière dont il se met un peu loin, puis Poupie se rapproche, puis hop, il lui prend la main.
c'est à chier. C'est à chier. C'est ça Star Wars maintenant. Donc, après voilà, hein, c'est juste pas pour moi. Je suis pas contre le fait qu'il y ait des romances ou des machins dans Star Wars, hein, c'est pas le souci. Mais c'est que là, franchement, c'est le niveau Twilight, quoi. Sérieux, enfin. Ça, c'est des gens qui écrivent des fanfictions, qui se partagent ça sur Facebook. Mais non, enfin, c'est pas du Star Wars. Pas aussi mal écrit, aussi mal amené. C'est ridicule, quoi. Et voilà, ce plan. Et je suis sûr que vraiment, ils ont trouvé ça génial quand ils ont vu ça en mode, ah, c'est trop bien. Ils vont adorer, les gens. C'est trop kiffant. Et deuxième caméo qui ne sert à rien et qui me pose un énorme problème. Parce que du coup, elle arrive devant Yoda en disant, je dois vous dire quelque chose. Mais ils ont pas intérêt à faire qu'elle lui dise la vérité. Ils ont pas intérêt. Parce que là, si elle lui dit la vérité sur tout le délire de ce qui s'est passé, des sorcières, des gamines, tout ça machin, et surtout du coup de la présence de Sith, on peut dire des Sith, ça veut dire que Yoda était au courant depuis le départ. Et là, vous vous permettez de pourrir ce personnage. Alors on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais qu'est-ce qu'elle entend par je dois vous raconter... faut que je vous parle de quelque chose. De la manière dont il le montre, ça donne vraiment l'impression qu'elle va lui raconter ce qui s'est passé. Et encore une fois, hein, je comprends pas comment le Haut Conseil a été mis à l'écart tout ce temps. Enfin, c'est vraiment... elle fait ce qu'elle veut dans son coin. Personne lui dit rien. Ça n'a aucun sens. Et c'est la fin de l'épisode. Vraiment, cette série, pour moi, c'est une énorme déception. Énorme déception, je l'avais défendu quand le trailer était sorti. Ce qu'ils annonçaient, ça avait l'air cool. Ce que j'ai eu n'est absolument pas ce qu'ils ont annoncé. En plus, l'exécution a été tellement amateur sur l'écriture. Et encore une fois, je suis désolé pour toutes les équipes qui ont fait de l'excellent boulot, qui ont bossé sur cette série, et ça m'emmerde. Mais je suis désolé, les scénaristes ont tout gâché, quoi. Les scénaristes, alors je sais pas l'implication de Lucasfilm au-dessus, mais en tout cas, ce que j'ai eu d'un point de vue écriture, là, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. La prochaine série, c'est Skeleton Crew. Je me raccroche à des espoirs, mais je me dis, on n'en attend rien. Et c'était le cas pour Andor aussi. Qui sait si Skeleton Crew ne sera pas la surprise? Je veux parier sur Skeleton Crew et me dire que peut-être ça sera l'excellente surprise. Sur cette série-là, est-ce qu'il y aura une saison 2? Je sais pas. J'ai pas l'impression que la majorité des retours soient positifs, honnêtement. J'attends les datas, mais j'attends vraiment les datas qui permettent de comparer le début de la saison et la fin pour voir combien de gens ont décroché au fur et à mesure de la saison. S'il y en a, ou alors peut-être qu'il y aura plus de gens qui regardent à la fin qu'au début. Je pense pas, mais c'est possible. J'attends d'avoir des vrais chiffres, pour le coup, pour vraiment me faire un avis là-dessus. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas la vie. Rotten Tomatoes... c'est de la merde. Encore une fois, les gens notaient la série avant même que les épisodes sortent, donc c'est pas un argument par rapport à la qualité de la série, en tout cas par rapport à la réception du public de la série. Voilà, me parlez pas de Rotten Tomatoes, aucun intérêt. Mais donc voilà, j'attends des vrais chiffres. Écoutez, je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé en tout cas de cette série, de cette saison. Ouais, ça aurait pu se régler en quelques épisodes. Il y a plein de problèmes dans le rythme, dans la manière dont ils ont décidé de structurer la série. Il y a tellement de choses qui vont pas. Tellement de choses qui vont pas. C'est dommage, très dommage. Au moins ça aurait été l'occasion de rigoler un peu. C'était quand même marrant. Ces reviews. Voilà, curieux de vous lire. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner si vous n'êtes pas encore, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, ou même si vous la regardez après, vous pourrez revoir en replay. Mais si vous regardez aujourd'hui, on est en direct du coup le jeudi soir sur la chaîne Les Dossiers Geeks. On parlera de la série avec Steven et peut-être avec Kevin aussi, Kevin Buckart. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour si vous voulez discuter de ça avec nous en direct. Et sur ce, je vous dis ciao ciao, à très bientôt, bye.